Alors nous nous trouvons en Amazonie, dans un petit village perdu, qui ne figure sur aucune carte, un petit village de 88 personnes qui est au bord du grand fleuve Pastaza, qui est un affluent de l'Amazone. Alors nous sommes en Équateur. L'Équateur est un petit pays en Amérique du Sud. Donc au-dessus il y a la Colombie, en dessous il y a le Pérou, là-bas il y a le Brésil. Et le bassin ici, c'est le bassin amazonien, mais le bassin amazonien c'est immense parce que c'est 8 ou 9 pays, dont le Brésil, la Guyane française, le Suriname, la Guyana, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou. Elle est adossée à la cordillère des Andes. Là, il y a les dernières collines. Ensuite, là, ça devient tout plat. Et là, on voit que c'est plat parce qu'on voit les cours d'eau qui serpentent et qui changent de cours parce que c'est plat. Il n'y a plus de pente. Ici, c'est plutôt, Napourac, c'est un climat qui est relativement tempéré par rapport à cette zone-là. Par exemple, là où j'ai été, la zone de Bameno, les Waorani, j'ai trouvé que c'était plus dur à s'y porter qu'ici. Et alors la capitale économique, c'est ici, Guayaquil. Comment on arrive là? Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de train, il n'y a rien, on ne peut pas y arriver. J'y suis arrivé grâce à une bande dessinée que j'ai découverte grâce à un anthropologue qui l'avait dessinée. Sandro Pignocchi a publié un bouquin qui s'appelle Anent. Anent, c'est le nom des chants sacrés des Indiens. J'ai découvert cette BD, c'était très joli. J'ai été voir le dessinateur, anthropologue, qui m'a dit « mais si ça t'intéresse, mais viens voir le village ». Tu prends un charter jusqu'à Quito, tu prends un bus, 8 heures de bus jusqu'à Macas. À Macas, tu loues un monomoteur. Et je suis arrivé, après 2 heures de survol de la forêt, dans le petit village de Napourac. Quand on cherche ce village sur les cartes, on ne le trouve pas. Quand on cherche sur Google Maps, on ne trouve pas. Mais sur certaines photos satellitaires, on repère. Alors ici, la cordillère des Andes, ici le grand fleuve Pastaza qui pénètre au Pérou, et ici la boucle. Ici, on voit très bien la piste d'atterrissage avec les 3 toits en zinc, qui sont les seuls toits en zinc du village, c'est-à-dire la halle municipale, la chapelle et l'école. Tout le reste, ce sont des toits en palme, et donc le satellite ne les voit pas. Alors, il se trouve exactement au bord du fleuve Pastaza. Alors, le fleuve Pastaza, ici on voit, il a 500 mètres de large. C'est un affluent de l'Amazone, c'est un fleuve énorme, qui est difficilement navigable parce que, comme il est près des montagnes, il monte et il descend en fonction des pluies. Et ça, c'est l'environnement naturel de ce petit village qui a été créé en 1999, tout récemment. Voilà le petit village qui est dispersé, comme camouflé, dans la forêt. C'est l'habitat naturel, c'est-à-dire que la forêt abrite, protège de la pluie et du soleil, protège du vent, et en même temps, ils sont au bord du fleuve. La particularité de ce village, c'est que ce sont ceux qu'on appelait autrefois les Jivaros, qui étaient des guerriers, des chasseurs guerriers, nomades, qui faisaient des razzias dans les villages d'à côté pour enlever les épouses. Ils tuaient les maris, ils coupaient la tête de leurs ennemis, et puis ils les réduisaient. Ils enlevaient les os, ils faisaient bouillir, ils cousaient les paupières et la bouche, et ça faisait des petites têtes réduites avec une chevelure très longue. On en trouve encore au musée d'anthropologie de Cuenca. Heureusement, ils ne font plus ça, c'est fini. Mais c'était des guerriers. Qu'est-ce qui leur est resté de ça? Les missionnaires salésiens sont passés par là, ils ont pacifié en leur disant arrêtez de vous entretuer. Ils les ont sédentarisés parce qu'un village, ça permet d'avoir une piste d'atterrissage, une école et puis une chapelle. Donc ce ne sont plus des guerriers. Ils ont gardé quand même ces peintures qui étaient autrefois des peintures de guerre. Alors ça, c'est Yurinkias, qui est un des sages du village, hein, de ceux qui ont la connaissance de tout. Là, c'est le jus de liane qu'on fait cuire, qu'on fait revenir, et c'est une peinture noire un peu grasse, mais qui ne reste pas. Le soir, il lave le visage et il recommence chaque matin. Chaque famille a son maquillage, sa peinture faciale, et en principe, ça doit rappeler un totem. Le totem, ça peut être le jaguar, l'aigle, le serpent, la tortue, le singe, le hibou. Ce sont des animaux qui leur apparaissent quand au moment de la fin de l'adolescence, le passage à l'âge adulte, ils ont un rite qui est la prise d'ayahuasca, qui est une substance hallucinogène. Ils font des rêves psychédéliques, des rêves particuliers, ils volent, ils voient des formes géométriques, et s'ils ont de la chance, ils voient un animal qui leur apparaît et qui va rester ensuite leur totem. Clemente, c'est un jeune qui est venu dans le village parce qu'il a épousé une fille du village. Le principe là-bas, c'est que les garçons vont dans les villages dont ils épousent les jeunes filles. Et lui, il s'est fait une peinture
Et on a l'impression que c'est le masque du serpent, parce qu'il y a cette flèche sur le nez qui est assez intéressante. Ici, on a un personnage très intéressant, c'est le chef du village. Pedro, c'est le maire. Et alors, le maire est élu pour 2 ans, mandat non renouvelable, c'est très démocratique. Lui, c'est son 3e mandat, parce que comme ils sont seulement 7 pères de famille, ça ne bouscule pas pour être maire, parce que c'est quand même une corvée. Donc lui, c'est la 3e fois qu'il le fait. Il a une espèce d'autorité morale. Qu'est-ce qu'il tient là? Il tient le missel, parce qu'il est en même temps le prédicateur. Prédicateur de la communauté, ça veut dire que chaque dimanche, il bat le tam-tam, il rassemble les fidèles dans la chapelle. Il y a une chapelle qui est construite exprès pour ça. Et il leur lit la messe. Il est assis derrière un bureau, il leur lit la messe en hachoir. Il ne peut pas la dire, parce qu'il n'est pas ordonné prêtre, donc ce n'est pas un sacrement. Mais il lit la messe en hachoir, il fait chanter les cantiques en hachoir, et la population chante en hachoir. Tout ça, c'est le fruit du travail des missionnaires salésiens, du Père Boll, mais qui a traduit aussi dans leur langue tous les textes sacrés. Il a fait un travail extraordinaire. Pourquoi il est élégant? C'est amusant, c'est parce que c'est dimanche et qu'il va à la messe. Et donc il s'habille, on dirait qu'il se met sur son 31, mais vous voyez les efforts qu'il fait pour être propre, élégant. Ils tiennent beaucoup à l'élégance. Tous les lundis matins, les jeunes qui vont à l'école se présentent en chemise blanche pour les garçons, en pantalon, les filles en chemise blanche ou rose, avec une petite jupe. Ils se mettent au garde à vous, on fait le lever des couleurs et ils chantent l'hymne national équatorien en hachoir. Ici, on arrive devant les enfants que j'ai mis tous ensemble pour montrer qu'ils sont heureux, qu'ils sont sains. Ils ont une grande qualité dans cette communauté, c'est qu'ils sont tout le temps en train de plaisanter. Déjà, les enfants, c'est la moitié du village. Il y a 88 personnes, la moitié, c'est des enfants. Ils vivent avec des animaux apprivoisés. Là, on ne le voit pas, mais il y a aussi un perroquet qui vient tous les matins dans la case chercher son manioc et puis qui repart. Donc, ils sont complètement dans la nature et ils sont heureux, ils sont épanouis. Ils travaillent le matin, ils jouent au foot l'après-midi, c'est des passionnés de football. C'est pour ça qu'ils ont souvent des t-shirts de foot, y compris ceux qu'on leur apporte. Mais sinon, c'est ceux qu'ils achètent sur les marchés dans la ville d'à côté. La seule chose qu'on ne voit pas, c'est qu'ils ne sont pas très grands parce qu'ils n'ont pas de laitage. Donc, ils n'ont pas de calcium pour la croissance. Il n'y a pas de produits, il n'y a pas de vache, donc il n'y a pas de lait, il n'y a pas de produits laitiers. Ils peuvent se nourrir tant qu'ils veulent parce qu'il y a le fleuve qui est très riche en poissons, il y a du gibier, et puis il y a tout ce qu'il faut comme légumes. Donc ils ne manquent de rien, et ils sont bien portants. Et alors surtout, j'insiste auprès des enfants qui viennent, parce qu'il y a des classes aussi qui viennent voir ces photos, ils n'ont rien, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont rien, parce qu'ils ont tout, ils ont la nature. Mais ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas de Game Boy, ils n'ont pas de jouets électroniques, ils n'ont pas de jouets tout court, mais ils sont très heureux, parce que ils ont la nature qui leur appartient, et puis quand ils ont envie, ils prennent une pirogue, ils vont se balader sur le fleuve, ils font des choses qu'ici on ne ferait plus. Les plus petits, ils prennent la machette c'est quand même, c'est un outil mais c'est une arme, ça coupe. Et là on voit la disproportion entre la taille de la machette et la taille de ce gosse de 6 ans, et qu'est-ce qu'ils font là? Tous les deux, pieds nus, ils montent sur les troncs, ils vont couper les fruits en haut, ils les font tomber et après ils les ramassent dans ces paniers tressés qui tiennent sur le front et qui ramènent à la maison. Et donc ils travaillent, mais ils sont dans la nature et ils sont heureux et ils sont épanouis. Pour moi c'est une grande leçon parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui leur manque, mais qui ne leur manque pas finalement. Ils voudraient apprendre davantage, ils voudraient des manuels scolaires, ils veulent apprendre davantage l'espagnol. Alors, ils ont des instituteurs bilingues, hachoir, espagnol, et en plus, ils voudraient apprendre l'anglais pour accueillir les touristes. Donc, ils veulent aussi des manuels en anglais. Ici, le petit avion qu'on loue à Macas, c'est un peu sportif parce que pour sortir de Macas, on escalade un petit bout de cordillère, et donc on s'accroche. Et puis il faut qu'ils passent la cordillère et qu'ils redescendent sur la forêt amazonienne. Mais c'est une expérience extraordinaire. Là, une famille, Marco, c'est un des fondateurs avec Pedro. Ils sortent de la messe, donc ils sont habillés comme un dimanche. Lui, il a sa chemise, elle a sa chemise rose. La chemise rose, c'est la chemise de fête pour les femmes. La peinture faciale pour les femmes, c'est des ronds rouges avec un point. Et pour les hommes, c'est toujours des raies noires. Ils sont obligés de le faire pour les jours de fête, pour les cérémonies, pour les réunions du conseil municipal, pour toutes les occasions officielles et quand ils accueillent des invités. Alors lui, il est en rouge. Bon, il n'est pas du village. C'est Cristobal, c'est un instituteur. Les instituteurs tournent. Ils sont formés par les autorités, le ministère de l'Éducation équatorien, et il faut qu'ils soient capables de faire l'enseignement bilingue. Donc lui, c'est espagnol hachoir.
Alors ici, on arrive chez deux jeunes aussi, Jorge. Alors lui, il s'est mis deux petits points rouges. Pourquoi? Parce que de toute façon, là, il a une pagaie, une grosse pagaie en balsa. Donc c'est un bois assez épais, mais léger. Et donc, comme il va dans l'eau, ben, il s'est mis juste deux petits points rouges et il n'a pas besoin de se faire davantage. Et ils ont des rites ils ont des cérémonies, quand ils accueillent quelqu'un, soit un individu, soit un groupe de visiteurs, alors ils s'assiedent sur des bancs, quand il faut ça entre villages par exemple, et ils s'assiedent en face et ils commencent à se lancer des imprécations. Et ce n'est pas un dialogue, ce sont des joutes orales. Et ils s'envoient, ils n'écoutent pas ce que dit l'autre, mais ils crient, ils vident tout ce qu'ils ont sur le cœur. C'est plus qu'un cérémonial, c'est une façon d'évacuer l'agressivité. Alors il y a la pêche classique à la traîne avec le fil nylon et l'hameçon, depuis la pirogue, dans le fleuve, dans le grand fleuve. Et là, ils pêchent des gros poissons, des poissons-chats qui sont gros et lourds, mais qui sont très nourrissants. Et sinon, dans la rivière, parce qu'il y a des petites rivières qui arrivent dans le fleuve, ils mettent un filet en travers et ils récupèrent le poisson. Le poisson vient se prendre dans le filet. Là, un petit piranha. Le piranha, c'est très bon à manger. On se fait toujours une idée qu'on a peur. Mais là, moi, je n'ai pas été mordu par un piranha. En revanche, j'en ai mordu un, c'est très bon. Dans une forêt naturelle, il y a des arbres qui tombent régulièrement, soit par vieillesse, soit emportés par une tempête. Il y a des troncs d'arbres partout. Ils font des trous, ils enlèvent l'écorce, ils creusent, et puis ils arrivent à la partie, le cœur du tronc. Et le cœur du tronc en putréfaction, c'est quelque chose de mou et de chaud, parce qu'ils m'ont fait mettre la main dedans. Donc ça sent très très fort. Et puis c'est chaud. Et quand on met la main comme ça, on arrive à sortir des larves de charançon. Et ces larves, qui sont énormes, qui bougent beaucoup, c'est des protéines. Alors la première fois, ils m'ont dit tiens, tu peux en prendre une, mange-la. Et je l'ai mise dans la bouche, la bête n'était pas contente, elle gigotait. Et ils m'ont dit mais non, ils ont éclaté de rire parce qu'ils adorent plaisanter. Ils m'ont dit mais non, tu y es pas, il faut prendre la tête, la couper avec les dents, jeter la tête et puis après la bête est morte et tu peux la mâcher. Alors ça c'est une nourriture facile à trouver, mais eux ne mangent pas cru, eux font cuire ça. Quand c'est cuit, c'est un peu réduit et ça a plus de goût. Bon, mais moi j'en ai mangé cru et je suis toujours là. Là, c'était une chasse miraculeuse. Il y avait une harde de sangliers qui est venue se jeter sur le village. Voilà, ils se sont perdus. Ils ont sorti leur carabine parce que on verra après la chasse à la sarbacane. Le sanglier, il a une peau épaisse, ça ne marche pas avec les flèches de sarbacane. Et ils en ont tué 6. Et 6 pourquoi? C'était un par famille. Parce que c'est des gens qui respectent l'environnement, qui s'imposent des règles très strictes et jamais ni les femelles, donc les laits, ni les petits, les marcassins. Et donc là, ils ont laissé partir tout le reste de l'arde et ils ont tué uniquement 6 adultes. Donc la viande, et puis les bananes plantains, et là on voit le manioc. Tout ce qui est blanc, c'est le manioc. Par mesure d'hygiène, au lieu de rôtir sur le feu, comme nous on ferait pour de la viande comme ça, ils la font bouillir. Comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de parasites. Eh bien, la viande de sanglier bouillie sans sel, on fait mieux. Pour mettre la table, ils n'ont pas de nappe. Ils prennent une feuille de bananier qui fait toute la longueur de la table, ils en mettent 2, et ça y est, la table est mise. Alors, coucher de soleil sur le fleuve Pastas. Le fleuve Pastas est un fleuve majestueux, qui est calme en apparence, mais qui peut être violent en fonction des crues. Sur les bords, ça a l'air calme, mais au milieu, le courant est assez fort. Il peut y avoir des tourbillons. Alors, on peut nager sans problème. Des piranhas, il y en a peut-être, mais pas là, parce que ce n'est pas une eau dormante. Le seul danger, c'est il y a des poissons torpilles avec une épine. Il ne faut pas marcher dessus. Donc, il faut éviter de marcher sur le fond quand on est dans l'eau, parce que l'eau, on ne voit pas, l'eau est boueuse. Mais sinon, on risque absolument rien. Il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas d'alligator, il n'y a pas de... J'en ai pas vu, on m'en a pas parlé. La pluie équatoriale, quand elle commence, elle dure. Et puis on est très bien à l'intérieur des cases parce que ça tombe dru. Alors ça, c'est les jeunes. On voit le jeune. Alors lui, c'est le second frère de Flavio. C'est Marlon. Et Marlon, il a la tradition des peintures et il a les cheveux longs. La tradition, c'est qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et lui, on voit que c'est pas un zazou, mais c'est un jeune plus évolué qui a été à la ville, qui s'est coupé les cheveux, qui a rapporté une chaîne en or, qui s'est acheté une chemise à fleurs style hawaïen. Et on sent que, oui, il a la tradition, mais il est déjà un peu de l'autre côté. Et alors ça, c'est une fille qui a un t-shirt OM. Bon, ça, c'est ma faute. Et ils n'ont pas tous des t-shirts OM. Et je précise quand même que ils ont aussi PSG et Racing Club de Lens.
Alors, on va dans l'autre salle. L'habitat. L'habitat, en commençant par ici, et ils ont une technique de fabrication qui est assez extraordinaire parce qu'ils prennent des gros palmiers pour les piliers. Ensuite, ils prennent des palmiers un peu moins gros pour la poutre principale. Puis des palmiers plus petits pour les intermédiaires. Et ensuite des palmiers fins. Et tout ça, ils font une charpente qui est liée avec des lianes. Ils n'ont pas de clous, ils n'ont pas de boulons, ils n'ont aucun objet métallique. Une feuille de palmier, c'est très large, c'est long, mais c'est surtout très large. Et c'est très large, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils la replient par le milieu, ils marchent pour l'aplatir, et donc ils ont une double épaisseur, et ils vont prendre le milieu donc qui est devenu le bord extérieur, et ils vont le lier à la charpente. Et ici on voit très bien ce travail de couture, parce que c'est ça, hein. Donc on voit les feuilles superposées, donc ils partent par le bas, ils remontent de plus en plus haut, et c'est une couverture qui est totalement étanche. Un toit normalement est remplacé tous les 5-6 ans. Il dure 5-6 ans. Et une cabane, on la fait en 3 à 6 mois, selon que c'est un travail collectif ou un travail d'une famille seule. Alors, on arrive à la chasse. La chasse, ils ont des sarbacanes. Et dans cette communauté-là, ce sont des sarbacanes en bambou. Et le bambou, il est creux, mais il a des petites cloisons. Donc, ils percent tout ça. Ils passent un fil avec du sable. Et le trou du canon est lisse. Et grâce à ça, ils peuvent tirer ces flèches qui sont du bambou très fin, en pointe, avec le bout trempé dans du curare, c'est du poison. Et pour tirer, ils mettent la bourre, c'est-à-dire ils mettent son petit sac à bourre, c'est comme du coton, une laine de coton, et il met ça autour de sa flèche, et quand il met la flèche en sarbacane, c'est ça qui va donner l'étanchéité, parce que le diamètre de la flèche est très inférieur au diamètre du canon. Mais le poison, une fois qu'il est froid, qu'il a séché, est inactif. Mais quand on touche, quand la flèche pénètre un animal à sang chaud, que ce soit un oiseau ou un singe, la circulation du sang va réveiller, va faire fondre le curare, et le curare va instantanément se répandre et paralyser l'animal. Il n'y a pas d'effet secondaire, c'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps et après on peut manger sans problème de la viande de singe ou de l'oiseau. La sarbacane, c'est un tube, il n'y a pas de viseur, il n'y a rien, il n'y a pas de repère. Mais ils ont surtout une vue exceptionnelle parce que lui, Santiago, qui est un peu le chaman parce qu'il a une connaissance parfaite des herbes de la forêt, des lianes, de toutes les propriétés pharmacologiques des plantes, lui, il est capable de voir ces petits oiseaux. Alors celui-là est coloré, mais celui-là est noir. Il les voit à 4 mètres dans les branches. Et je me souviens que cette partie de chasse, il m'a dit, tu as vu là-haut? Et moi, j'ai rien vu du tout. Et lui, tac, il a réussi à faire tomber un petit oiseau comme ça. C'est une chasse d'appoint, c'est pas ça qui les nourrit. Mais s'ils ont la chance de tomber sur des singes, alors là, effectivement, il y a de la nourriture. Ils ont un rite, et c'est propre à cette communauté à Napourac, parce que tous les Achuars ne font pas ça, et les Chouars ne le font pas du tout. À 4 heures du matin, ils se réunissent dans une des cases des familles, et la mère de famille a fait infuser dans la marmite, sur le feu, dans de l'eau, des grosses feuilles de guayusa. Et c'est comme du thé, mais c'est des feuilles fraîches, ce n'est pas des feuilles séchées, et c'est un peu amer. Mais quel est l'effet de ça? On en boit, et on en reboit, et quand on a bu 1 litre, on sort en courant de la case et on va vomir dehors. Ils font ça tous les matins par hygiène, c'est comme un lavage d'estomac quotidien. C'est toujours pour éviter les parasites, c'est comme le fait de faire bouillir la viande. Cette purification faite, ils reviennent dans la case et c'est l'heure du petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est la bière de manioc, c'est la chicha. C'est quoi la chicha? Le manioc, c'est cette belle racine blanche qu'on a vue là-bas dans les assiettes. Quand c'est coupé en petits morceaux, les femmes prennent les morceaux et les mâchent et puis les jettent dans une marmite avec de l'eau. On couvre ça et au bout de, je ne sais plus, je crois que c'est 10 jours, ça fermente, ça bouillonne. Une fois que ça a fermenté, alors on prend le tamis et on jette les morceaux et il reste ce breuvage qui est un peu amer, comme un peu pétillant, très légèrement alcoolisé, c'est pour ça qu'on parle de bière, mais qui sert à la fois de boisson et de nourriture. Donc les enfants peuvent en prendre, ça n'est pas dangereux pour eux. Les adultes en prennent et il y a par exemple une tradition qui est amusante. Quand ils ont des réunions du conseil municipal, il y a un ordre du jour qui est en espagnol, le compte-rendu sera fait en espagnol, les débats sont faits en achuar, mais la règle c'est que chaque point de l'ordre du jour doit être voté et adopté à l'unanimité. Le conseil ne peut se lever que
une fois qu'ils ont tout adopté à l'unanimité. Et lors de ma première visite, il y a eu un conseil qui a duré 7 heures parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur je ne sais pas quel point. Mais pendant ce temps-là, ils boivent, et ils boivent, et ils boivent. Et à la fin, ce sont des éclats de rire tonitruants. C'est la joie la plus éclatante. Et ils sortent contents parce qu'ils ont tout adopté à l'unanimité. Et je trouve que c'est une magnifique leçon de démocratie parce que, bon. Et de toute façon, ils sont obligés d'être d'accord parce que 7 ou 8 familles, il n'y a pas de place pour la dispute. Ils vont sur la piste d'atterrissage qui fait quand même 500 mètres de long. Et à 4 pattes, avec la machette, ils poussent la machette, ils désherbent à la machette. Et ils sont obligés de le faire parce que l'herbe pousse très vite avec la pluie. Il faut que la piste soit dégagée pour qu'on voit les trous. Et le vrai obstacle pour les pilotes, ce sont les trous de taupe, des gros trous de grosses taupes. S'il prend un trou de taupe, il peut casser le train avant. Et tout ça pour dire que dans il y a des corvées, il y a des tâches collectives. Donc le grand débat, c'est est-ce qu'on se mobilise pour telle tâche? Est-ce que c'est prioritaire? Ou telle famille veut finir sa case d'abord? Donc il y a tout un cahier des charges sur qu'est-ce qu'il faut faire. Alors la tradition, c'est que les parents peignent les enfants pour leur apprendre. Alors là, on voit, je crois que c'est Yulunkias, celui qu'on a vu là-bas, qui se peignait tout seul. Et là, il peint un de ses fils. Et là, c'est le père qui peint le fils et c'est du noir. Alors là, curieusement, c'est une fille parce qu'elle a un chemisier rose. Mais au lieu de faire les ronds, il fait des raies. Bon, c'est comme ça. Voilà, la vraie peinture, c'est ça. Là, on voit les ronds rouges avec un point au milieu. Bon, et là, on voit aussi OM et Racing Club de Lens. Et le PSG, c'est sur une autre photo. Alors, on finira par les vitrines, mais d'abord, on finit avec ça. Ça, c'est encore un père qui peint l'enfant avec la petite fiole où il y a la substance. On voit que c'est une encre grasse, c'est très gras. Mais c'est ce qui permet de tenir parce qu'il transpire dans la journée. Et en même temps, c'est un gras qui ne tient pas parce que le soir, il se rince et ça part. Et là, on voit l'apprentissage des ados. Ça, c'est Marlon, qui est le second frère de Flavio, donc toujours un fils du chef. Et là, c'est lui 2 ans plus tard. Là, il s'entraîne sur un petit miroir. Et là, je ne sais pas comment, ils ont récupéré un grand miroir. Et on voit les mains qui tiennent le grand miroir. Et ils ont le pagne de cérémonie. Alors, c'est des tissus qu'ils achètent en ville. Et parce qu'eux tissent des bandanas, des tours de tête, mais ils ne tissent pas du tissu comme ça. On va rendre hommage à Alessandro Pignocchi, qui est celui qui m'a permis d'arriver à Napourac avec sa bande dessinée Anent, Nouvelle des Indiens Jivaro. Et là, on voit lui avec les familles de Napourac. Lui, c'est un disciple de Philippe d'Escola, qui a écrit Les Lances du Crépuscule avec les Indiens Jivaro de Haute-Amazonie, à l'époque où on les appelait encore les Jivaro. Et en fait, lui, il a étudié des familles qui ensuite sont parties à Napourac. Et donc, dans sa bande dessinée, il y a la partie de Descola 20 ans avant, en noir et blanc, et la partie que lui dessine en couleur, où il raconte l'histoire des mêmes familles, mais une génération après. Et c'est très joli, et c'est ce qui m'a donné envie d'aller connaître ces gens. Ça, c'est l'artisanat qu'ils font. Ça, c'est une poterie très très fine faite avec l'argile du fleuve qui est cuite et peinte. Et ce qui est intéressant, c'est que ces motifs-là, on les retrouve au musée ethnographique de Cuenca et de Quito, la capitale. Le travail qu'ils font pour les boucles d'oreilles, ce sont des plumes de colibri. Et là, c'est des plumes de petits oiseaux avec des plumes de perroquet. Il y a juste les fermoirs qu'ils achètent à la ville, mais c'est eux qui font ce travail de précision. Et ils sont capables de faire des choses étonnantes. Ça, c'est mon petit récit de voyage que j'ai fait parce que lors de ma visite en 2019, je suis tombé c'était pas prévu, dans un climat qui est un peu insurrectionnel. Il y avait une grève générale. J'ai découvert que les communautés indigènes qui n'avaient pas le téléphone, qui n'avaient pas la radio, comment ils communiquaient entre eux pour se donner les mots d'ordre de grève, de rendez-vous, on se retrouve dans telle ville, on va tous ensemble à Quito. Eh bien, ils faisaient ça par les médias sociaux, par Facebook. Non seulement ils utilisaient Facebook, mais ils le faisaient dans leur langue. J'ai découvert tout ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc j'ai écrit ce petit récit sur l'ancien numérique, qui est l'expression qu'ils se sont donnée eux-mêmes, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un saut qualitatif, qui n'était plus le lancier qui lançait des lances ou qui soufflait dans les sarbacanes, mais que leurs lances et leurs flèches étaient numériques. Et donc ils utilisent Internet comme une arme. Et ils font des choses absolument extraordinaires, y compris le fait de monitorer, de suivre sur les photos satellitaires de Google Earth
à travers la liaison satellitaire d'Internet qu'ils ont, de voir les incursions. Alors là, on voit la réserve des Waorani, en dessous de Orellana, entre le fleuve Coca et le fleuve qui est en dessous, qui serpente, là, en violet. Et on voit ici un pipeline qui descend avec une piste à côté. Et normalement, la zone qui est à côté est interdite. Et alors, eux surveillent parce qu'il y a 2 ou 3 pistes qui commencent. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils repèrent ça sur les photos satellitaires? Ils saisissent les tribunaux, ils attaquent l'État parce qu'ils disent que c'est l'État qui ne fait pas respecter le périmètre réservé. Ils ont gagné certains procès, il y en a d'autres qui sont en cours, mais ils ont changé d'époque. Ça n'est plus, ils ne font plus la chasse aux ingénieurs techniciens avec des lances et des flèches, mais c'est la chasse devant les tribunaux. C'est assez fabuleux de voir cette évolution, cette prise de conscience de leurs moyens, la prise de conscience de leurs droits et le fait qu'il y a d'autres moyens simplement que la violence. Du point de vue de l'État, c'est plutôt rassurant de savoir que ce n'est plus la justice à la lance, mais les recours devant les tribunaux. Pourquoi cette expo? Parce que j'avais envie de les aider. Alors, il y a 2 choses dont ils ont besoin. Ils m'ont demandé de les aider. J'expliquais tout à l'heure que Napourac, c'est au bout de nulle part, il n'y a pas de route, donc il faut prendre un petit avion. Et donc effectivement, il y a peu de touristes qui vont les voir, et ils ont besoin de touristes, parce que même à 35 $ par jour, c'est rien pour nous, c'est beaucoup pour eux. Ils ont besoin de visites de temps en temps, ils ne veulent pas être envahis, mais ils ont besoin de visites pour avoir un peu d'argent, pour se payer l'essence, pour se payer le transport, pour se payer les médicaments. Et puis surtout, ils veulent communiquer leur tradition, ils sont très fiers de ce qu'ils ont. Ils sont très fiers de leur savoir, ce n'est pas seulement les peintures, l'artisanat, c'est aussi la connaissance des plantes, la pharmacopée, les plantes qui guérissent. Tout ça, c'est une connaissance qu'ils veulent partager. Et puis une autre chose qu'ils m'ont demandé, et c'est pour ça que je suis content de faire ça ici, les Moulineaux, c'est que ici je parle à des classes, et donc avec les classes on fait des travaux pratiques sur les totems, sur les masques. Les enfants viennent et puis ils doivent schématiser sur des visages les peintures que se font les communautés indigènes, parce que ce qui leur manque le plus, c'est les manuels scolaires. Et donc avec le peu d'argent que j'arrive à récolter en vendant mon petit catalogue ou en vendant des photos, eh bien tout ça, ça va servir à acheter des manuels, à leur envoyer. Et c'est une façon de les aider. Parce qu'ils veulent pas de l'argent pour l'argent, ils veulent apprendre. Ils sont très autonomes et très indépendants, très jaloux de leur indépendance. Et c'est pour ça, et pour moi c'est la plus belle conclusion, encore cette année, ils ont refusé la proposition de la province d'étendre la route jusqu'à leur village. Ils ne veulent pas la route, parce que la route, ce sont les camions, ce sont les gens qui viennent couper les arbres, la déforestation commence, puis c'est la prospection pétrolière, minière, et puis une fois que les pistes sont tracées, il y a des gens qui arrivent, qui déboisent, qui installent des cultures, et c'est fini. Et pour l'instant, ils se défendent en disant « ça c'est notre territoire, vous n'entrez pas ». J'étais 4 fois en tout, en 2017, 18, 19, et puis il y a eu le Covid. Ils se sont isolés, ils se sont protégés en se fermant complètement et en expulsant les missionnaires, les enseignants, tous ceux qui n'étaient pas à choix. Et puis j'y suis retourné après le Covid. Et là j'ai envie d'y retourner une dernière fois. Ma conclusion, c'est Napourac est accessible, on peut y aller, on ne doit pas faire 3 jours de marche, pas du tout. Il n'y a pas de risque physique particulier. On perd juste un peu de poids parce qu'il fait très chaud et qu'on perd beaucoup en transpirant. Mais c'est accessible. Et j'ajoute, dépêchez-vous d'y aller. Ça change très vite. Dans 15 ans, ce ne sera plus du tout ça. Donc profitez-en maintenant. Ce sont des communautés qui sont authentiques, totalement authentiques. Donc profitez-en, allez les voir. Napourac vous attend.